Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de parler des timers et notre objectif ici c'est de faire en sorte d'afficher quelque chose, d'attendre une seconde et d'afficher autre chose. Et on va voir qu'il y a plusieurs manières de faire les choses et ça va nous permettre de mettre un petit peu les pieds dans le côté asynchrone du JavaScript. Donc notre idée c'est de nous créer une fonction que l'on va appeler wait, on lui passera en paramètre une durée et ensuite cette fonction va permettre d'attendre. L'idée c'est qu'ensuite je puisse faire console.log bonjour, lui dire j'aimerais bien que tu attendes, alors on va parler en millisecondes en JavaScript, donc on va lui dire une seconde, et que tu affiches les gens. Voilà, donc si j'exécute ce code tout de suite, ça m'affiche bonjour les gens direct. Donc pour lui demander de s'arrêter, la seule manière que l'on a vue jusqu'à maintenant, c'est les boucles. On a vu que si on faisait une boucle infinie, ça s'arrêtait de manière indéfinie, c'est-à-dire que le script ne se lançait jamais. On peut utiliser cette problématique-là à notre avantage. Pour cela, on va utiliser une variable spéciale en utilisant la méthode no sur les dates. Je ne vous en ai jamais parlé, mais cette fonction-là permet d'obtenir le nombre de millisecondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. C'est ce que l'on appelle un timestamp. Donc souvent quand on représente les temps en JavaScript, mais aussi dans d'autres langages de programmation, on utilise cette donnée-là, le nombre de secondes ou de millisecondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à aujourd'hui. Donc ensuite, on peut lui dire, tant que date.no, donc on recalcule la date, moins t est inférieur à la durée, je ne fais rien. Concrètement, ça veut dire que si j'exécute ce code, je vais être bloqué dans cette boucle jusqu'à qu'une certaine durée se soit exécutée. Si je sauvegarde maintenant, on voit qu'il affiche bonjour, ça met un petit temps à charger, et ensuite il met les gens. Donc ça c'est une manière d'attendre qui est une manière synchrone. Mais on va avoir la possibilité avec le JavaScript de faire les choses de manière asynchrone, ce qui permettra d'avoir un code beaucoup plus efficace. Alors, histoire de vous illustrer la différence entre un langage asynchrone et un langage synchrone, je vous propose un petit exemple. Vous êtes un restaurateur et vous tenez un petit restaurant de poissons. On imagine que chaque opération que l'on fait dans ce restaurant est une fonction en JavaScript. Donc d'abord, on prend la commande des gens. Donc ça serait une fonction prendre commande. Donc là, il nous demande de faire un poisson. Donc je vais avoir une fonction prendre poisson, puis une fonction cuire le poisson. Le problème, c'est que pendant la cuisson, je suis obligé d'attendre la fin de l'exécution de cette fonction. Une fois qu'elle a fini de s'exécuter, je vais pouvoir prendre le poisson, le mettre dans une assiette et peut-être le mettre de côté. J'ai besoin de cuisiner un autre poisson, donc je fais la même chose, je prends le poisson, je le dépose et j'attends devant le feu qu'il se fasse, et une fois qu'il l'est fait, je peux le mettre dans l'assiette et servir mes différents clients. Donc on le voit, le problème de cette manière de travailler, c'est que finalement, on a beaucoup d'opérations qui mettent du temps à se faire et pendant qu'on attend, on ne fait rien. Un langage asynchrone va être beaucoup plus efficace parce qu'on va pouvoir faire plusieurs opérations en même temps. Donc on va commencer par la même chose, on va prendre la commande des personnes, on va prendre le poisson et on va le faire cuire. Mais pendant qu'il est en train de cuire, plutôt que d'attendre devant le feu, on va pouvoir faire d'autres choses. Donc on va pouvoir prendre notre poisson et le faire cuire aussi. Ensuite, une fois que le premier poisson a fini de se cuire, je peux revenir dessus et continuer les opérations. Et une fois que le second a fini, hop, je le reprends. Et on voit que c'est beaucoup plus efficace parce que plutôt que de passer du temps à ne rien faire et à rester devant le feu pendant que les choses se font, on peut attaquer d'autres choses. Donc le JavaScript va avoir cette capacité de pouvoir passer d'un fil à un autre et de pouvoir effectuer avec un seul processus plusieurs opérations en même temps. Alors nous évidemment ici on ne va pas cuisiner mais on veut attendre un petit moment. Donc on a vu cette fonction-là, mais on a des fonctions internes au JavaScript qui nous permettent de faire les choses de manière beaucoup plus efficace. On a une méthode qui s'appelle setTimeout. Si vous cherchez sur MDN, hop, setTimeout, elle prendra en général deux paramètres. Le premier, ça sera une fonction qui sera exécutée lorsque le délai sera écoulé, et le second paramètre, c'est le délai. Attention, ce délai est en millisecondes. Donc dans notre cas, plutôt que d'utiliser notre fonction wait, on va la commenter, on va pouvoir utiliser setTimeout. On lui passera en premier paramètre une fonction qui fera du coup notre console.log les gens. Et ensuite, on va mettre une virgule et mettre une seconde. Si j'exécute ce code-là, on voit que ça m'affiche bonjour les gens. La particularité, c'est que si j'avais ici le reste de mon code et que je faisais un au revoir, qu'est-ce qui se passerait? Avec cette fonction asynchrone, on voit qu'il fait bonjour au revoir et ensuite seulement il affiche les gens. Donc c'est ce que je vous disais avec l'exemple du cuistot, le JavaScript ne va pas rester bloqué devant le feu. C'est-à-dire que lorsqu'on va lui dire « attends une seconde »,
Ça va être mémorisé par le moteur en interne, mais votre JavaScript va continuer à exécuter le reste des lignes. Au bout d'une seconde, le délai est écoulé et du coup, si j'ai du temps de libre, je vais exécuter cette ligne-là et ça affichera les gens. Donc l'avantage de l'asynchrone, c'est que ce n'est pas bloquant. Si on reprend l'exemple avec le wait, hop, juste pour vous le remontrer, on réaffiche ici le console.log les gens, on va commenter notre setTimeout. Le comportement est complètement différent. Là, on est bloqué, c'est comme tout à l'heure, on est bloqué devant le feu, c'est exactement ce qui se passe ici. On est obligé d'attendre une seconde avant de pouvoir exécuter les lignes. Donc ce setTimeout va nous permettre de faire d'autres choses pendant la phase où on est en train d'attendre une seconde. Et ça, c'est super intéressant pour pouvoir faire plus de choses avec autant de ressources. Donc on a cette fonction setTimeout, mais on a aussi une autre fonction qui s'appelle setInterval, qui va permettre de faire une opération à un intervalle de temps régulier. Donc dans mon cas ici, ça affichera au bout d'une seconde les gens et ça continuera à le faire toutes les secondes. Cette fonction setInterval et la fonction setTimeout aussi, elle retourne quelque chose. Si je regarde un petit peu à quoi ressemble la valeur de retour, ça va me donner un entier. Cet entier est un identifiant permettant de retrouver ce timer. Alors pourquoi on aurait besoin de le retrouver? Pour par exemple le stopper. On a des méthodes qui sont associées. On a clearInterval pour les intervalles et clearTimeout pour les timeouts. On fait clearInterval. On met entre parenthèses l'idée de l'intervalle que l'on souhaite nettoyer. Et automatiquement, lorsqu'on l'exécute, l'intervalle est supprimé. Et du coup, on voit que cette boucle-là s'est arrêtée. Et on peut faire la même chose avec le setTimeout. Autre petit détail, vous n'avez pas de garantie sur l'affichage ici. Imaginons que vous écrivez ce code-là, hop, on revient sur le setTimeout, on se dit, au bout d'une seconde, il va afficher les gens. Le problème, c'est que si vous êtes bloqué sur autre chose, par exemple, on peut s'imaginer qu'après, on demande à l'utilisateur quelque chose, on lui demande de rentrer un nom. Si on fait ça et qu'on réactualise la page, on voit que dans la console, il n'affiche pas les gens, parce que notre code est actuellement bloqué, comme il était bloqué finalement quand on fait le wait, dans cette partie prompt. Donc tant que le JavaScript n'a pas repris la main, il n'est pas capable d'exécuter ce que l'on a dans les setTimeout. Donc effectivement, ici on a dit il faudrait que tu l'affiches au bout d'une seconde, mais dans la réalité, ça va être affiché beaucoup plus tard vu que on est obligé d'attendre la fin du prompt. Par contre, c'est exécuté directement dès que j'ai tapé le prompt parce que c'était en file d'attente. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Si vous avez des opérations lourdes, vous n'avez pas forcément une garantie absolue que ça va être exécuté au bout d'une seconde exactement. Voilà, c'est un petit détail. Si vous utilisez ces données-là, il faut faire attention à ça. Le principal problème que l'on va rencontrer avec cette notion d'asynchrone, c'est vrai pour cette fonction de timer, mais ça va être vrai pour beaucoup de fonctions en JavaScript, c'est que ça nous oblige à imbriquer les callbacks. En effet, si on se dit que on a notre bonjour, on fait notre setTimeout et la suite de notre script, elle est dans le timeout. Donc on écrirait du code ici avec plein de lignes. Le problème, c'est que plus tard, on se dit à l'intérieur, j'ai envie d'attendre par exemple 2 secondes, je suis obligé de refaire ça et de mettre la suite de mon script ici. Et si je continue, plus tard peut-être j'ai envie de réattendre, j'écrirai quelque chose comme ça. Ça, c'est ce que l'on appelle le callback L en anglais. C'est l'enfer des callbacks. C'est le fait que, vu qu'à chaque fois qu'on a quelque chose d'asynchrone, on est obligé d'avoir une fonction à laquelle on passe un callback, on se retrouve à avoir des callbacks dans des callbacks dans des callbacks. Et ça va nous amener au chapitre suivant. Il y a justement une manière un petit peu plus simple aujourd'hui d'écrire ça en utilisant le système de promesses. C'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, donc j'ai décidé de consacrer un chapitre entier à la notion de promesse et je ne voulais pas vous le mélanger avec ça. Ce que vous devez retenir, c'est que si jamais vous devez attendre une certaine durée, ne faites jamais ça. Ça, c'est bloquant, c'est synchrone et ça ne correspond pas à la manière de travailler du JavaScript. Si vous avez besoin d'attendre une durée déterminée, vous allez utiliser setTimeout et setInterval si vous voulez faire quelque chose avec un intervalle de temps régulier. Et vous pouvez utiliser clearInterval pour nettoyer les choses. Peut-être un petit détail, je vais vous donner un mini TP pour voir si vous avez compris cette notion de timer. Je vous demande de faire quelque chose qui s'affiche 5 fois. Et une fois que vous avez fait ça, je vais vous demander de créer une fonction qui s'appelle décompte. Et l'objectif de cette fonction, c'est qu'ensuite on puisse lui dire « j'aimerais bien faire un décompte ». Et dans ce cas-là, ça affiche 3, ça attend une seconde, ça affiche 2, ça attend une seconde, ça affiche 1, et ensuite ça affiche 0. Et ça s'arrête à 0. Voilà. Donc essayez de faire ça. Donc d'abord, essayez d'afficher un message un certain nombre de fois.
Alors pour cette fonction, il nous faut savoir le nombre de fois qu'on a fait un affichage. Donc on va créer une variable i qui aura la valeur 0. Ensuite, on fait notre intervalle avec un set intervalle, vu qu'on veut faire quelque chose plusieurs fois. Je vais lui dire que l'intervalle c'est 1 seconde, et ensuite à l'intérieur de ma fonction, je vais lui dire de faire un console.log bonjour. Et à chaque fois que j'appelle bonjour, j'incrémente i. Ce qui fait qu'à l'intérieur de cette fonction-là, i va valoir 0, puis 1, puis 2, puis 3, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si je veux l'arrêter, il va me falloir sauvegarder l'intervalle dans une variable. Et ensuite, lorsque i, par exemple, est égal à 5, ou supérieur ou égal à 5, ça a peu d'importance, ben je peux lui dire nettoie l'intervalle, c'est-à-dire arrête de continuer l'exécution de cette boucle-là. Si on regarde ça, on va voir que ça va nous afficher bonjour 5 fois et ça va s'arrêter. Donc voilà comment vous pourriez utiliser le système d'intervalle avec une limitation au niveau du nombre d'exécutions. Maintenant, on va passer au deuxième exercice, la fonction décompte. Donc décompte, on lui passe en paramètre un nombre et ensuite on l'appelle avec un décompte de 3 par exemple. Alors, et à ce niveau-là, je vais encore avoir besoin du timer. Donc là, on va faire un set intervalle. C'est un intervalle qui va durer 1 seconde. Et on va lui dire de faire un console.log de n. Mais on a besoin de savoir quand est-ce que n a atteint 0. Donc au fur et à mesure, je vais faire n pour décrémenter n. Et je vais lui dire si n est égal à 0, dans ce cas-là, c'est que je suis arrivé au bout et il faut que je nettoie cet intervalle-là. Donc je peux créer une variable qui contiendra l'identifiant et je fais un clear intervalle et je lui dis de supprimer t. Si j'essaie de faire le décompte de 3, on voit que ça fait 2, 1, 0. Le petit inconvénient, c'est que ça n'affiche pas le 3. Donc on va lui dire dès le début, j'aimerais bien que tu fasses un console.log de n. Comme ça maintenant, ça fait 3, 2, 1, 0. Petit détail, vu que c'est asynchrone, on peut demander de faire 2 décomptes à la fois. Dans ce cas-là, il va décompter 3 et 5 en même temps. Ça fait 3 devient 2 et 5 devient 4 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est l'avantage aussi de l'asynchrone, vous pouvez avoir plein de choses qui se font en même temps. Donc on va revenir juste sur un seul décompte, sinon ça va être un peu compliqué à suivre. Donc ça c'est une manière d'écrire les choses, mais il y a aussi une autre manière. Plutôt que de faire un intervalle qui se clear après, le risque c'est que parfois on oublie de faire les clear intervalles et on a des trucs qui tournent en tâche de fond. On peut remplacer ici par un set timeout. Si je fais ça, hop, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais exécuter notre compteur qu'une fois. Ce que je peux faire, c'est lui dire en fait, lorsqu'on arrive au bout de la durée déterminée, j'aimerais bien que tu réappelles cette fonction-là. Donc en lui disant, réappelle décompte. Mais tu vas l'appeler en lui passant une valeur de n qui est décrémentée de 1. Donc si j'appelle décompte avec 4 par exemple, il va faire un console.log de 4, il va attendre 1 seconde et appeler la fonction décompte avec 3. Décompte avec 3 va afficher 3, puis appeler décompte avec 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. La fonction va finalement s'auto-appeler. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser ici une petite condition en lui disant « if n est égal à 0, je veux que tu return ». Comme ça, tu t'arrêtes, tu ne réexécutes rien. Je n'ai du coup pas ici besoin d'utiliser des clear intervalles, ça se fait un petit peu de manière automatique. Moi personnellement, je trouve ce code un petit peu plus clair, mais après ça peut dépendre des personnes. Si j'exécute ça, ça va afficher 3, 2, 1, 0, et ça s'arrête à 0. Donc on a deux manières de faire ça. C'est pour ça que je voulais vous montrer ce petit exemple-là. Donc voilà pour la notion de timer et le côté asynchrone du JavaScript. J'espère que tout a été clair et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on va parler des promesses. Et c'est un petit morceau.